à J quel est le titre de sa nouvelle création. Il me répond comme c'était prévisible que sans titre fera l'affaire aussi bien qu'autre chose. Ceci est bien un titre et non pas un simple constat de fait, comme il arrive lorsque l'artiste néglige de donner un titre à son œuvre, ou lorsque nous ignorons quel titre il lui a donné ou aurait voulu lui donner. Il est vrai que les simples objets réels, c'est-à-dire les classes d'objets dont J a voulu, pour ainsi dire, prendre la défense politique en créant son œuvre, ne possèdent pas non plus de titre, mais c'est pour une raison d'ordre ontologique. Un objet réel ne peut tout simplement pas avoir de titre. Un titre est en effet plus qu'un nom, c'est fréquemment une directive pour l'interprétation et la lecture, même si elle n'est pas toujours d'un grand secours, comme il arrive lorsque, de manière perverse, on intitule l'Annonciation un tableau qui représente quelques pommes. J est un peu moins excentrique, son titre est une directive, au moins en ce qu'il indique que l'objet en question est destiné à ne pas être interprété. Aussi, lorsque je lui demande quel est le sujet de son œuvre, il me répond comme prévu qu'elle n'est au sujet de rien. Je suis certain que ceci n'est pas une description de son contenu, au sens où on peut dire que le chapitre 2 de l'être et le néant est au sujet du néant, de l'absence. Il en va différemment pour Nirvana. Si ce tableau est au sujet de rien, c'est bien au sens où le néant est son sujet et où il est une image de la vacuité. J souligne que son œuvre en revanche est vide de toute image. Il s'agit moins d'une mimésis de la vacuité que d'une vacuité de la mimésis. Donc, répète-t-il, elle n'est au sujet de rien. Bien entendu, le simple bout de toile enduit de peinture rouge dont J a voulu prendre la défense en peignant sans titre n'est pas non plus au sujet de quoi que ce soit, mais dans ce cas c'est parce qu'il s'agit d'un simple objet réel. Or, les objets réels comme classe ne sont pas à propos de quelque chose, ils sont dépourvus d'à propos d'eux, pour la simple raison qu'ils sont des objets. Sans titre en revanche est une œuvre d'art, et comme la description de mon exposition l'a montré, les œuvres d'art sont par définition à propos de quelque chose. Ainsi, dans l'œuvre de J, l'absence de contenu apparaît comme un acte volontaire. Cela étant dit, si J a bien créé une œuvre d'art plutôt minimaliste, que la perception seule ne permet pas de distinguer d'une simple surface peinte en rouge, il n'a pas pour autant transformé ma simple surface rouge en une œuvre d'art. Celle-ci reste ce qu'elle a toujours été, un objet étranger à la communauté des œuvres d'art, même si cette dernière contient de nombreux membres qui ne se distinguent en rien d'elle. Le geste de J, bien que sympathique, n'a donc pas eu l'effet escompté. Il a agrandi ma petite collection d'œuvres d'art, mais il a laissé intacte la frontière qui les sépare du monde, des simples objets. Voilà qui le déconcerte autant que moi. Il ne s'agit pas seulement du fait que J est un artiste, car tout ce qui est touché par un artiste ne devient pas automatiquement de l'art. En témoigne le châssis entoilé de Giorgione. Giorgione, passé à l'enduit, a supposé que c'est lui en personne qui a appliqué le fond. Pareillement, un grillage peint par J reste un simple grillage. Il n'y a donc qu'une seule possibilité, celle que vient de réaliser J, et qui consiste à décréter que cette surface rouge contestée est une œuvre d'art. Et pourquoi pas? Duchamp décréta bien qu'une pelle à neige était une œuvre d'art, et c'en fut une. Il procéda pareillement pour un porte-bouteille. Comme j'ai accordé le même droit à J, il s'est empressé de décréter que ma surface rouge était une œuvre d'art, lui faisant franchir triomphalement la frontière comme s'il avait sauvé quelque chose de rare. Maintenant, tout dans ma collection est une œuvre d'art, mais le problème de savoir ce qui de ce fait a été accompli n'a en rien été élucidé. D'un point de vue philosophique, la question de la frontière reste obscure, et cela en dépit du raid réussi par J. C'est un fait frappant que des séries comme celle que nous venons de considérer, c'est-à-dire constituées de répliques indiscernables, ayant des origines ontologiques radicalement différentes, peuvent être construites aussi dans d'autres domaines de la philosophie, sinon dans tous. Plus loin, je m'intéresserai autant au principe qui permet de construire de tels exemples qu'aux exemples mêmes. Pour le moment, il peut être utile de
présenter encore une série analogue, ne serait-ce que comme prophylaxie contre l'idée selon laquelle les structures en question seraient spécifiques à la philosophie de l'art. L'exemple est tiré de la philosophie de l'action. Je ne l'enrôle pas pour lui faire dire que la philosophie de l'art n'est qu'un satellite de la philosophie de l'action, mais afin de montrer que des structures parallèles peuvent être découvertes dans les deux champs et de manière plus générale dans tous les domaines de l'analyse philosophique. Dans des écrits antérieurs, j'ai de même exploité les parentés structurales existant entre la théorie de l'action et la théorie de la connaissance, sans pour autant être tenté de soutenir l'identité de la connaissance et de l'action. Quoi qu'il en soit, et pour me citer moi-même, voici l'exemple sur lequel s'ouvre la philosophie analytique de l'action. Dans le groupe central de 6 fresques du mur nord de la chapelle de l'Arena de Padoue, Giotto a raconté en 6 épisodes la période missionnaire de la vie de Christ. Sur tous les panneaux, la figure dominante du Christ est montrée avec un bras levé, mais à travers cette position invariable du bras, chaque scène exprime une action différente, et il nous faut recourir au contexte de leur effectuation pour les identifier. Lors de la dispute du Christ avec les anciens, le bras levé est admonestatoire, sinon dogmatique. Lors des noces de Cana, c'est le geste d'un prestigitateur qui vient de transformer l'eau en vin. Dans la scène du baptême, le bras est levé en signe de consentement. Il commande Lazare. Il bénit la foule à la porte de Jérusalem. Il chasse les prêteurs du temple. Dans la mesure où le bras levé est pareillement présent dans toutes les scènes, ces différences d'effets doivent être expliquées par les variations des contextes. Certes, il se peut que le contexte seul ne suffit pas à rendre compte des différences et que nous devions faire appel aux intentions et desseins du Christ. Il n'en reste pas moins qu'on ne saurait surestimer l'interpénétration du contexte et de l'intention. Dans le champ de la théorie de l'action, il s'est avéré instructif de se demander, à la manière de Wittgenstein, ce qui subsiste lorsque du fait que vous levez le bras, vous soustrayez le fait que votre bras se meuve vers le haut. J'ai la conviction que la réponse favorite de Wittgenstein à cette interrogation para-arithmétique est zéro. Autrement dit que pour lui, le fait que je lève le bras et le fait que mon bras se meuve vers le haut sont identiques. C'est ainsi que Hans Combe affirme dans Intention « Ce que je fais, c'est ce qui se produit ». Laissant de côté les autres difficultés qu'elle rencontre, on voit mal comment cette réponse radicale pourrait survivre à l'exemple que je viens de donner. En effet, le bras levé sous-détermine non seulement la différence entre bénir et admonester, mais aussi celle entre une action, quelle qu'elle soit, et un simple mouvement réflexe, type spasme. Dans ce dernier cas, le bras se lève sans pour ainsi dire être levé par son propriétaire en opposition avec ce qui se passe dans une action de base, du type de celle que je le suppose. Le Christ est représenté en train d'accomplir. Les différences existant entre une action et un simple mouvement corporel d'une part, entre une œuvre d'art et un simple objet de l'autre, sont parallèles à bien des égards. Pour l'œuvre d'art, le problème de la soustraction prend la forme de savoir ce qui reste de carré rouge une fois qu'on a soustrait le carré de toile rouge. Il serait tentant de dire en écho à Wittgenstein qu'il ne reste rien, que carré rouge se réduit à ce carré de toile rouge, ou plus solennellement et de manière plus générale qu'une œuvre d'art se réduit à son matériau. Mais on voit mal comment cette théorie, tout estimable qu'elle est, pourrait survivre à notre exemple qui montre qu'un carré de toile rouge quelconque sous-détermine les différences existant dans la traversée de la mer Rouge par les Hébreux et l'état d'âme de Kegehart, ainsi que celle philosophiquement plus significative qui sépare ces deux œuvres du carré rouge et qui n'est pas une œuvre d'art, du moins avant sa rédemption par J. Dans le domaine de la théorie de l'action, les successeurs de Wittgenstein ont fini par se rendre compte qu'après tout, il y avait un reste, d'où la formule qu'une action est un mouvement corporel auquel s'ajoute un facteur X, ce qui, du fait de l'identité de structure, conduit à dire qu'une œuvre d'art est un objet matériel auquel s'ajoute un facteur Y. Dans les deux domaines, il s'agit de résoudre de manière philosophiquement convenable ce problème du facteur X ou Y. Une première réponse wittgensteinienne fut la suivante. Une action est un mouvement corporel régi par une règle. Elle ne résolvait évidemment pas le problème de la distinction
entre les mouvements corporels qui dépendent assez de la volonté de leurs exécutants pour que ceux-ci puissent intérioriser une règle et s'y conformer. Faire un signe en est un exemple approprié et convaincant, et ces autres mouvements qui, bien qu'indistincts des premiers de l'extérieur, sont involontaires, tels les tics et les spasmes, si on admet que ces derniers ne sont pas soumis à des règles, parce que ce ne sont pas des actions. On doit en conclure qu'être une action est une condition pour pouvoir être régi par une règle appropriée. Donc, le fait d'être régi par une règle présuppose la distinction entre action et simple mouvement corporel, et il ne saurait l'expliquer. D'après moi, des embarras du même ordre subsistent dans la théorie de l'art correspondante, d'après laquelle un objet matériel ou artefact est dit être une œuvre d'art s'il est considéré de la sorte dans le cadre institutionnel du monde de l'art. La théorie institutionnelle de l'art est certes capable d'indiquer les raisons pour lesquelles une œuvre, comme Fontaine de Duchamp, a pu être élevée du rang de simple objet à celui d'œuvre d'art, mais elle n'explique pas pourquoi c'est cet urinoir particulier qui a été l'objet d'une promotion si remarquable, tandis qu'un autre urinoir exactement pareil à lui sont restés. D'autres urinoirs exactement pareils à lui sont restés dans une catégorie ontologiquement dévaluée. Nous nous retrouvons toujours avec deux objets indiscernables dont l'un est une œuvre d'art et l'autre non. La signification de l'impulsion donnée par Wittgenstein dans le domaine de la philosophie de l'action est claire du point de vue polémique. En réduisant les actions à des mouvements corporels, il tentait d'échapper au dualisme des théories traditionnelles. D'après celle-ci, un mouvement corporel est une action lorsqu'il est dû à un événement intérieur, donc mental, telle une volition ou une raison. En l'absence d'une telle cause mentale, il n'en est qu'un pur mouvement corporel. Lorsqu'ils eurent reconnu qu'une identification radicale entre mouvement corporel et action était problématique, les Wittgensteiniens, qui rejettent le concept de monde intérieur et qui mettent dans le même sac mentalisme et dualisme, préfèrent se réfugier dans l'extériorité de la vie institutionnelle plutôt que d'admettre l'intériorité compromettante de la vie mentale. Mais il y aurait la matière à un autre livre. Je pense qu'il suffit ici de faire remarquer que certaines des conceptions qui ont été soutenues dans le passé pour expliquer la différence entre les œuvres d'art et les simples objets peuvent apparaître aussi inacceptables d'un point de vue philosophique que le fut le mentalisme pour les Wittgensteiniens. À cet égard, la théorie institutionnelle de l'art, quoi qu'il en soit des motivations de ses principaux partisans, est sans conteste un antidote radical. Une de ces théories, je l'expose uniquement parce qu'elle est le symétrique exact des théories de l'action répudiées par les Wittgensteiniens, affirme que l'œuvre d'art est de l'ordre d'une expression, puisqu'elle est due à un sentiment ou une émotion de son auteur, sentiment ou émotion qu'elle exprime. Une action et une œuvre d'art se distingueraient donc par les catégories respectives de leur cause mentale et par les différences existant entre le fait de se conformer à une intention et celui d'exprimer un sentiment. Évidemment, la théorie a du mal à distinguer les œuvres d'art des cas plus typiques où quelque chose exprime des sentiments sans être pour autant une œuvre d'art. Les larmes, les cris ou les grimaces, par exemple, comme l'existence d'un sentiment spécifique purement intérieur, ne permet pas de distinguer les œuvres d'art des sanglots. Il est compréhensible qu'on se voit mis à la recherche d'un signe extérieur. Mais nos carrés rouges le montrent, il n'y a pas non plus de signe extérieur. Ainsi, il semble impossible d'établir une différence, que ce soit à partir de caractéristiques internes ou externes. Il est donc tentant de sympathiser avec la réponse initiale de Wittgenstein, selon laquelle l'art est indéfinissable, ou avec elle plus tardive et plus réfléchie, selon laquelle on pourrait, en raffinant, élaborer une définition à partir de facteurs institutionnels. En tout cas, nous avons pu voir qu'aucune conception qui laisse subsister des cas indiscernables ne saurait fonder une bonne théorie de l'art, ni en général une bonne théorie philosophique. Nous aurons l'occasion de rencontrer au fil de notre argumentation les conséquences de cette idée qui a peut-être été livrée prématurément ici. Examinons un spécimen un peu plus riche de l'œuvre de J. L'année dernière, les célèbres théories de l'art mises en avant par Platon et Shakespeare l'incitèrent à exposer un miroir. Le monde de l'art était prêt pour un événement de cet ordre,
et la question de savoir si c'était vraiment une œuvre d'art ne se posa jamais. Il n'empêche que d'un point de vue philosophique, il est intéressant de se demander ce qui a permis à ce miroir d'être une œuvre d'art. Bien qu'il soit la métaphore naturelle de la théorie selon laquelle l'art est imitation, il est frappant de constater à quel point ce miroir pervertit cette théorie, puisqu'il n'imite rien lui-même. J, aussi hargneux que de coutume, insiste sur le fait que ce n'est qu'un simple miroir, un miroir banal. Il aurait pu accrocher toute une rangée de miroirs le long des murs de la galerie et appeler son œuvre Galerie des glaces, réalisant ainsi une imitation malicieuse de la célèbre salle de Versailles. Dans ce cas, il s'agirait d'une imitation au sens où des miroirs sont utilisés pour imiter des miroirs. Cependant, le fait qu'on trouve des miroirs à la fois du côté du thème et du côté de l'œuvre paraît fortuit en ce qui concerne la question de l'imitation. Une rangée de manches à balai disposées verticalement et à intervalles réguliers dans une pièce pourrait, au sens approprié du terme, imiter ou refléter le péristyle de Carnac. Nul besoin de colonnes. Donc, un objet pourrait être une imitation sans être un miroir, à l'inverse de l'œuvre de J, qui est un miroir sans être une imitation. C'est ainsi que les théories qui ont inspiré J sont désavouées par l'œuvre même qui devait les illustrer. Je suis bien le dernier à vouloir refuser à miroir le statut d'une œuvre d'art. Je veux simplement examiner comment il a acquis ce statut. Une chose en tout cas est claire, bien qu'un miroir puisse être une œuvre d'art, le fait qu'il en soit une, ici, a évidemment peu de choses à faire avec le fait que ce soit un miroir. Ainsi, la théorie qui soutient que l'art est un miroir de la nature manque singulièrement de pertinence pour déterminer le statut artistique de notre miroir, puisque le fait qu'il soit un miroir importe si peu à son statut. Vu le peu de pertinence de sa théorie, J aurait pu tout aussi bien exposer une corbeille à pain. La question de savoir pourquoi sa corbeille à pain est une œuvre d'art, tandis que celle qui se trouve sur ma table de déjeuner n'en est pas une, équivaut à celle de savoir pourquoi son miroir est une œuvre d'art, alors que celui qui se trouve dans le sac de Freya Feldman, dont la galerie est assez fortunée pour servir de lieu d'exposition à l'œuvre de J, n'en est pas une. La richesse de miroir résidait donc dans le fait que nous le croyons lié à une théorie qui en réalité semble bien lui être étrangère. Par conséquent, cette œuvre n'est pas très éloignée des deux surfaces de peinture rouge que J a réussi à faire classer comme œuvre d'art. Je n'essaie pas de me défendre contre J, je voudrais simplement savoir à quelle logique de tels tours de force obéissent. Si J essaye de faire accepter une corbeille comme un miroir, on trouverait cela ridicule. Pourquoi alors lui est-il si facile de me faire accepter un miroir comme une œuvre d'art? Et d'ailleurs, quel genre de prédicat l'expression « une œuvre d'art » est-elle au juste? Peut-être ferions-nous mieux de retourner à une classe d'œuvres d'art plus facilement maniable, celles précisément qui ont été invoquées par la théorie reprise par J, à savoir ces objets qui sont des œuvres d'art parce qu'ils sont des miroirs, et non pas en dépit de ce fait, comme c'est le cas pour l'œuvre de J. En effet, cette théorie postule elle aussi une distinction entre les œuvres d'art et les simples objets. Elle peut donc peut-être nous aider à comprendre cette frontière que nos exemples franchissent mais n'abolissent pas.